Le soir où mes parents m'ont accusé d'avoir volé l'argent de la famille, ma mère pleurait dans son assiette et mon père agitait une preuve bancaire. Sauf que cette preuve allait les détruire, eux, pas moi. Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans, et jusqu'à l'année dernière, je pensais sincèrement que ma famille était juste compliquée, comme on dit pour éviter de prononcer le mot toxique. Je vis seul à Lyon, dans un petit 2 pièces que je loue du côté de Sans Souci, avec une cuisine minuscule où je fais quand même du café comme si j'avais une machine professionnelle. Je travaille comme chargé de gestion dans une mutuelle, un boulot qui n'a rien de spectaculaire, mais stable, avec des collègues corrects et des fichiers Excel qui ont au moins le mérite de ne pas me faire culpabiliser le dimanche soir. Mes parents, eux, habitent dans une maison en banlieue, près de Bron. Une maison correcte, propre, avec une étayée au cordeau, un salon où les coussins sont toujours remis en place, et une table de salle à manger qui a vu plus de reproches que de vrais repas tranquilles. Mon père, Gérard, a 61 ans. Il parle peu, mais quand il parle, il donne l'impression que tout est déjà décidé. Ma mère, Mireille, 58 ans, a l'art de transformer une remarque en drame intime. Elle ne disait jamais « tu n'es pas d'accord avec moi », elle disait « tu me fais du mal ». Chez mes parents, une faveur n'était jamais vraiment une faveur. C'était une facture en attente. Depuis mon adolescence, j'entendais les mêmes phrases. On s'est privé pour toi. N'oublie pas ce qu'on a fait. Après tout ce qu'on a sacrifié, tu pourrais au moins nous écouter. Au début, ça concernait de petites choses. Le choix d'un lycée, puis d'un BTS, puis d'un stage. Ensuite, c'était devenu plus lourd. Mon premier appartement étudiant, mon permis, mon ordinateur portable, même des courses qu'il m'avait payées un mois où j'étais à découvert. Le plus étrange, c'est que je n'avais pas grandi dans le luxe. Je savais qu'ils avaient parfois serré les budgets. Je savais aussi que je n'avais jamais demandé à vivre au-dessus de leurs moyens. À 19 ans, quand j'étais étudiant, je touchais les APL, je travaillais le samedi dans un magasin de sport à la Pardieu, et je payais une partie de mon loyer moi-même. Mais dans la mémoire familiale, tout ce que j'avais fait disparaissait. Il ne restait que leur version, ils m'avaient porté à bout de bras, et je devais passer ma vie à le reconnaître. Ma sœur aînée, Élodie, avait appris à survivre autrement. Elle avait 34 ans, 2 enfants, un compagnon discret, et une fatigue permanente dans la voix dès que mes parents entraient dans une conversation. Elle ne les affrontait presque jamais. Elle disait, « Tu sais comment ils sont. Laisse couler. » C'était sa méthode. La mienne, pendant longtemps, avait été de répondre moins vite, de dire oui quand ce n'était pas trop grave, et de rentrer chez moi avec un nœud dans le ventre. La seule personne de la famille qui m'avait donné l'impression d'être aimée sans condition, c'était ma grand-mère paternelle, Lucette. Elle vivait à Villeurbanne, dans un appartement ancien avec des plantes partout. Elle n'était pas très démonstrative, mais quand j'arrivais chez elle, il y avait toujours une assiette en plus, une part de tarte, ou un billet glissé dans un livre. « Tu mets ça de côté », me disait-elle. « Grand-mère, je travaille, tu sais. » Justement. Les gens qui travaillent ont aussi besoin d'un coup de pouce. Elle parlait souvent d'appartement. Pas d'une grande maison, pas d'un rêve énorme. Juste d'un endroit à moi. Un jour, tu auras ton chez-toi, Adrien. Ne laisse personne décider à ta place. À l'époque, je souriais. Je pensais qu'elle parlait comme toutes les grand-mères, avec des phrases un peu solennelles et des biscuits secs dans une boîte en fer. Quand elle est décédée, j'avais 24 ans. Mes parents m'ont dit qu'elle n'avait presque rien laissé. Quelques meubles, des papiers, un peu d'argent absorbé par les frais, des démarches, des dettes anciennes, je ne savais pas trop. Mon père avait résumé ça d'un ton sec, il ne faut pas croire qu'il y a toujours quelque chose à récupérer quand quelqu'un meurt. Je n'avais pas insisté. J'étais triste, j'avais repris le métro pour rentrer, et j'avais rangé la petite photo d'elle que j'avais gardée dans un tiroir de mon bureau. 5 ans plus tard, j'ai trouvé l'appartement. Ce n'était pas un palace. 44 mètres carrés dans un immeuble des années 70 à Grange-Blanche, au 4e étage avec ascenseur, un balcon étroit donnant sur des platanes, une salle de bain un peu vieillotte et une cuisine qu'il aurait fallu refaire doucement. Mais quand l'agent immobilier a ouvert les volets du salon, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans une visite. Ce n'était pas seulement joli. C'était possible. Je pouvais aller au travail en tram puis en métro. Il y avait une boulangerie au coin de la rue, une pharmacie en bas, des voisins qui avaient l'air de se dire bonjour sans s'espionner. Le prix était élevé,
comme tout à Lyon, mais pas délirant. J'avais économisé pendant des années. Pas de voiture neuve, pas de gros voyages, des meubles d'occasion, des repas préparés le dimanche soir pour la semaine. J'avais un apport correct, et la banque semblait prête à me suivre. Mon conseiller bancaire, Monsieur Benamou, m'a reçu un jeudi matin. J'avais posé une demi-journée. Il a regardé mes fiches de paie, mes relevés, mon épargne, et il a hoché la tête. Le dossier est solide. Il faudra simplement justifier l'origine de certains anciens mouvements sur votre apport. C'est classique pour un achat immobilier. Vous avez des virements anciens, des clôtures de livrets, ce genre de choses. On doit pouvoir tracer. J'ai acquiescé sans m'inquiéter. Je n'avais rien à cacher. J'avais toujours été prudent, presque trop. Le soir même, j'ai appelé mes parents. Je voulais leur annoncer calmement. Pas leur demander leur avis, juste leur dire que j'avais trouvé un appartement et que j'allais peut-être signer un compromis. Ma mère a décroché sur WhatsApp en vidéo. Je voyais le haut de son visage, le plafond du salon, puis mon père assis derrière avec la télé allumée sans le son. Un appartement, a répété ma mère. Oui. Rien n'est signé encore, mais la banque suit. Je suis content. Elle n'a pas souri. Tu allais signer sans nous en parler? J'ai cru d'abord qu'elle était vexée d'avoir été prévenue tard. Je vous en parle maintenant. C'est juste que je voulais être sûr que ce soit sérieux. Mon père a tendu la main vers le téléphone. Combien d'apports? La question m'a surpris. Pas vous, pas c'est bien, pas tu es content. Juste combien? Je préfère ne pas entrer dans les détails, papa. Mais assez pour que le dossier passe. Son visage s'est fermé. Avant de penser à acheter, tu devrais régler tes dettes familiales. J'ai ri nerveusement, parce que je pensais à une remarque sur un vieux dépannage de 200 €. Quelle dette? Ma mère a soupiré comme si je venais de l'insulter. Adrien, ne commence pas. Mon père a pris une voix lente, posée, celle qu'il utilisait quand il voulait que je me sente petit. On parle de ce qu'on a avancé pour toi. Tes études, tes loyers, ton installation. Tout ce qu'on a porté quand tu n'avais rien. Mais je n'ai jamais eu de prêt avec vous. On ne te demande pas la lune, a-t-il dit. Juste de rendre ce que tu dois. Le lendemain, j'ai reçu un mail de mon père. L'objet était « Régularisation familiale ». En pièce jointe, il y avait un tableau Excel converti en PDF, imprimé puis scanné de travers. Total en bas, 48 000 €. J'ai lu les lignes assis à ma table de cuisine, avec mon café devenu froid. Vie courante, 12 000 €. Frais divers, 7 500 €. Loyers étudiants, 18 000 €. Soutien familial, 10 500 €. Les montants étaient ronds, les dates vagues, les intitulés flous. Il n'y avait pas de justificatif, pas de facture, pas de relevé. Juste des chiffrés, en bas, une phrase, somme due à Gérard et Mireille par Adrien au titre des avances familiales. J'ai appelé Élodie. Tu étais au courant de ça. Elle a soufflé dans le téléphone. J'entendais ses enfants derrière. Papa m'en a parlé vite fait. Il dit que tu fais comme si tout était dû. 48 000 €, Élodie. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis juste que tu devrais éviter d'envenimer les choses. Tu crois vraiment que je leur dois ça? Elle a hésité. Je pense que papa et maman ne mentiraient pas sur un montant pareil. Cette phrase m'a fait mal. Dans les jours qui ont suivi, les messages ont commencé. Ma mère m'écrivait tôt le matin, tard le soir. Je n'ai presque pas dormi. Ton père est très déçu. On a tout donné pour toi pleurant. Ta grand-mère serait tellement triste de voir ça. Tu préfères des murs à tes parents. Je ne répondais presque pas. Quand je répondais, je restais court. Je veux juste voir les justificatifs. Mon père, lui, appelait. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Quand je ne décrochais pas, il envoyait des messages secs. Tu joues à l'adulte? Alors assume. Une banque n'aime pas les apports douteux, Adrien. Réfléchis bien. On peut appeler ton conseiller pour clarifier la situation. C'est là que j'ai commencé à paniquer vraiment. Mon compromis devait être signé la semaine suivante. Si mes parents appelaient la banque en racontant que mon apport était contesté, même si c'était faux,
mon dossier pouvait être ralenti, examiné, fragilisé. Je ne savais pas comment fonctionnaient ces choses-là. J'imaginais déjà le vendeur choisir un autre acheteur, l'agent immobilier me rappelait avec un ton gêné, mon projet s'effondrait parce que mes parents avaient décidé de faire pression. J'ai imprimé leur tableau et je l'ai montré à Claire. Claire était une amie proche, rencontrée dans mon ancien immeuble. Elle avait 30 ans, travaillait dans les ressources humaines, et possédait cette qualité rare de ne pas arrondir les angles quand les angles étaient justement le problème. On s'est retrouvés dans un café près de Saxe-Gambetta après le travail. Elle a lu le tableau en silence, puis elle a levé les yeux vers moi. « Adrien, un tableau Excel fait par ton père, ce n'est pas une preuve. » « Je sais, mais... » « Non. Pas de mais. Il te demande de signer quoi exactement ? » Je lui ai montré la reconnaissance de dette que mon père venait de m'envoyer. Une page avec mon nom, le leur, la somme, et un engagement de remboursement selon modalité à définir en famille. Claire a posé la feuille sur la table comme si elle était sale. Ne signe rien sous pression. Même pas une serviette de table. Si je refuse, ils vont dire que je suis ingrat. Ils le disent déjà. La différence, c'est qu'avec ta signature, ils auront un document. J'ai regardé les passants derrière la vitre, avec leur sac Monoprix et leur vie normale. Et si je leur dois vraiment quelque chose ? Claire a adouci sa voix. Alors il doit bien y avoir une trace. Tu n'es pas ingrat. Tu es en train de vérifier une accusation. Cette phrase m'a suivi toute la soirée. Chez moi, j'ai repris le tableau ligne par ligne. Au début, je tremblais un peu. Pas de colère, pas encore. De peur. Il suffit d'avoir été éduqué longtemps dans la culpabilité pour qu'une feuille à 4 fasse l'effet d'une convocation au tribunal. Puis les incohérences sont apparues. Il comptait 3 années complètes de loyer étudiant, alors que j'avais les APL directement déduites pour une partie de la période. Je retrouvais dans mes mailles des quittances où mon virement apparaissait chaque mois. Il ajoutait l'ordinateur études, 1800 €, alors que mon ordinateur avait coûté 900 € et que ma grand-mère m'avait donné une enveloppe pour participer. Il comptait mon permis en entier, alors que j'avais payé une partie avec mon job du samedi. Et puis il y avait une ligne étrange, avance logement en soutien Adrien, 18 000 €. L'année indiquée correspondait à une période où j'étais encore étudiant, mais je n'avais jamais reçu 18 000 € sur mon compte courant. Je m'en serais souvenu. À 22 ans, 18 000 €, ce n'est pas un virement qu'on oublie entre un paiement de mutuelle et un abonnement TCL. Le lendemain, j'ai appelé ma banque. Je suis tombé sur une conseillère que je ne connaissais pas. Elle a d'abord récité les délais habituels, les archives, les demandes écrites. Puis, en cherchant dans mon dossier, elle a marqué une pause. Je vois qu'il y a eu un ancien livret à votre nom. Un livret A, puis un compte épargne associé. Clôturé il y a plusieurs années. À mon nom ? Oui. Avec procuration parentale à l'époque. C'est ancien, il faudra demander les relevés archivés. Je peux lancer la procédure, mais ça prendra quelques jours. Je suis resté debout au milieu de ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Vous pouvez aussi me fournir une attestation de provenance des fonds, si les mouvements sont retrouvés. Si les données sont disponibles, oui. Il faudra passer en agence ou signer la demande dans votre espace client. J'ai raccroché et je me suis assis. Un livret à mon nom. Avec procuration parentale. Clôturé. J'ai repensé à ma grand-mère, à ses enveloppes, à ses phrases sur mon futur appartement. J'ai repensé aussi à une scène floue, après sa mort. Mon père qui rangeait des papiers dans une pochette bleue. Ma mère qui disait, on verra plus tard, Adrien n'a pas besoin de s'occuper de ça. À l'époque, je n'avais rien compris. Je n'avais surtout pas voulu comprendre. Les archives sont arrivées 5 jours plus tard, un mardi matin, par messagerie sécurisée. J'étais au bureau. Mon collègue Thomas me parlait d'un problème de doublon dans un fichier, et je hochais la tête sans écouter. Quand j'ai vu la notification de la banque, j'ai attendu midi, je suis descendu acheter un sandwich, puis je me suis installé sur un banc près du Rhône. J'ai ouvert le PDF sur mon téléphone. Il y avait plusieurs virements de Lucette Martin vers un compte à mon nom. Des sommes modestes d'abord, puis un virement beaucoup plus important, 32 000 €. Le libellé était clair, presque brutal dans sa simplicité. Donation Adrien, achat futur logement.
Je suis resté 10 minutes devant l'écran sans bouger. Les vélos passaient, les trams grinçaient au loin, des étudiants riaient sur les marches. Moi, j'avais l'impression que quelqu'un venait de déplacer le sol sous mes pieds. J'ai fait défiler les pages. Quelques mois après le décès de ma grand-mère, des virements sortants apparaissaient. 8 000 €, puis 12 000 €, puis 6 500 €. Destination, le compte joint de Gérard et Mireille Martin. Ensuite, clôture du livret. Solde transféré vers un autre compte, puis plus rien. Ce n'était pas une erreur. C'était une trajectoire. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai failli le faire. Mon pouce était déjà sur le nom de ma mère. Je me voyais demander « Pourquoi ?». Je me voyais entendre des sanglots, des phrases confuses, puis mon père reprendre le téléphone et transformer la preuve en faute de ma part. Alors j'ai posé mon téléphone. Pour la première fois, je n'ai pas répondu sous le coup de la culpabilité. J'ai appelé Claire. J'ai les relevés, ai-je dit. Et ce n'était pas leur argent. Elle n'a pas parlé tout de suite. Tu es où? Sur les quais. Ne rentre pas dans une discussion avec eux maintenant. Tu imprimes, tu sauvegardes, tu classes. Et tu demandes conseil. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à la banque une attestation écrite mentionnant l'ancien compte, les principaux mouvements et le libellé du virement. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Benamou pour expliquer la situation avant que mes parents ne tentent quoi que ce soit. Il est resté professionnel, mais j'ai vu son regard changer quand il a lu les documents. Pour votre dossier immobilier, m'a-t-il dit, ce qui nous intéresse, c'est la traçabilité de votre apport. Là, justement, vous êtes en train de la reconstituer. Gardez tout par écrit. J'ai ensuite cherché le nom du notaire qui s'était occupé de la succession de ma grand-mère. Ma mère avait gardé ce genre d'informations comme on garde des clés dans un tiroir fermé, mais j'ai retrouvé une ancienne lettre dans une boîte de papier que j'avais récupérée après mon déménagement étudiant. Maître Ravel, notaire à Villeurbanne. Son étude m'a donné un rendez-vous la semaine suivante. La salle d'attente était silencieuse, avec des fauteuils gris, une plante trop brillante pour être vraie, et des piles de dossiers derrière une vitre. Maître Ravel avait une voix calme et précise. Elle ne m'a pas donné l'impression de découvrir un drame familial. Plutôt un dossier mal rangé qui demandait à être remis dans l'ordre. Je lui ai expliqué les accusations de mes parents, le tableau, la reconnaissance de dette, les archives bancaires. Elle a pris des notes sans m'interrompre. Puis elle a ouvert un dossier ancien, avec des chemises cartonnées et des copies de documents. Votre grand-mère avait laissé une lettre manuscrite jointe à certains éléments de son dossier, a-t-elle dit. Elle n'avait pas la valeur d'un testament complet pour tout organiser, mais elle précisait une intention claire concernant des sommes versées de son vivant. Elle m'a tendu une copie. Je connaissais l'écriture de Lucette. Penchée, serrée, un peu tremblante. Il y avait mon prénom au milieu de la page. Je souhaite que les sommes déjà placées pour Adrien lui servent plus tard à acheter son logement. Il ne doit pas dépendre de décisions qui ne sont pas les siennes. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais trop concentré pour ça. Mais j'ai senti quelque chose se fermer en moi, pas comme une porte qui claque, plutôt comme un verrou qu'on tourne enfin du bon côté. Maître Ravel a croisé les mains. Le libellé du virement est cohérent avec cette lettre. À ce stade, il ne s'agit pas d'une dette de votre part envers vos parents. Et les virements vers leur compte joint. Il faudra examiner les mandats, les dates, les autorisations. Je vous conseille de conserver toutes les communications écrites, et de ne signer aucun document reconnaissant une dette sans avis juridique. Elle a marqué une pause. Si vous souhaitez régulariser la situation, il serait raisonnable qu'un avocat vous accompagne. Même pour une démarche amiable. J'ai consulté un avocat 2 jours plus tard, pas dans un grand cabinet impressionnant, juste un bureau près du palais de justice, recommandé par Claire. La consultation a duré 40 minutes. D'une froideur utile. Il m'a surtout expliqué quoi ne pas faire, ne pas accuser par message, ne pas menacer, ne pas modifier les documents, ne pas discuter au téléphone sans trace, ne pas signer ou pour calmer tout le monde. Votre force, c'est la chronologie, a-t-il dit. Gardez-la propre. Alors j'ai construit une chronologie. Avec Claire, un soir chez moi, on a étalé les documents sur ma table basse, tableau de mes parents, quittance, preuve d'APL, contrats étudiants, relevés, attestation bancaire, lettre de ma grand-mère, message WhatsApp.
Ma cafetière tournait en boucle. Claire avait apporté des surligneurs, comme si on préparait un contrôle fiscal miniature. Regarde, a-t-elle dit en pointant le tableau de mon père. Cette ligne de 18 000 €, elle ne correspond à rien. Et ils l'ont mise comme si ça venait d'eux. Parce qu'ils ne pensaient pas que je demanderais les archives. Ou parce qu'ils étaient sûrs que tu culpabiliserais avant. Cette phrase était juste. Désagréablement juste. Le vendredi, ma mère m'a envoyé un message. Dimanche, tu viens manger. On va régler ça en famille, sans étrangers. On ne lave pas son linge sale devant des inconnus. J'ai regardé le message longtemps. Avant, j'aurais répondu que j'arrivais, que je ne voulais pas les blesser, que je voulais seulement comprendre. Là, j'ai écrit. Je viens dimanche. J'apporterai les documents. Elle a répondu presque immédiatement. Quels documents? Je n'ai pas répondu. J'ai appelé Élodie. Dimanche, ils veulent que je signe devant toi, c'est ça? Silence. Élodie. Elle a soupiré. Papa m'a demandé d'être là. Il dit que tu refuses de reconnaître ce que tu leur dois. Il pense que si on est tous ensemble, tu seras raisonnable. Je vais apporter des preuves. Je veux que tu les vois. Adrien, je t'en supplie, ne transforme pas le repas en tribunal. Ce n'est pas moi qui ai imprimé une reconnaissance de dette. Elle n'a rien trouvé à répondre. Le dimanche, j'ai pris le métro jusqu'à Grange-Blanche, puis le tram et un bus jusqu'à chez mes parents. J'avais mon dossier dans un sac en toile, avec les originaux et des copies. Dans ma poche, mon téléphone était en mode silencieux. J'avais prévenu Claire de l'heure. Pas pour qu'elle intervienne, juste pour savoir qu'une personne extérieure connaissait la situation exacte. La maison sentait le poulet rôti et le gratin dauphinois. Une odeur d'enfance, normalement rassurante. Ce jour-là, elle m'a donné envie de faire demi-tour. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire pâle. Tu es venu. Tu m'as invité. Elle a regardé mon sac. Tu n'avais pas besoin d'amener tout ça. Si. Dans la salle à manger, la table était déjà dressée. Nappe en toile cirée, salade dans un grand bol, bouteille d'eau, pain coupé. Élodie était là, les bras croisés, visiblement mal à l'aise. Mon père n'a pas attendu l'entrée. Assieds-toi. Je me suis assis. On a mangé presque en silence pendant 10 minutes. Ma mère faisait semblant de parler des enfants d'Élodie, de la météo, d'un voisin qui avait encore mal garé sa voiture devant la maison. Personne ne l'écoutait vraiment. Puis mon père s'est levé, est allé chercher une pochette sur le buffet, et a posé une feuille devant mon assiette. La reconnaissance de dette. Tu vas signer, et on n'en parle plus. Ma mère a posé sa fourchette. Ses yeux étaient déjà humides. Adrien, on n'a plus la force de se battre. Tu nous épuises. Je n'ai pas touché la feuille. Je ne signerai pas. Mon père a serré la mâchoire. Dans la vie, on rembourse ses dettes. Justement. Je veux qu'on parle des preuves. Il a tapé du doigt sur la feuille. La preuve, elle est là. Non. Ça, c'est un document que tu veux me faire signer. Ce n'est pas la preuve que je vous dois 48 000 €. Ma mère a laissé échapper un petit rire nerveux. Tu me fais passer pour une voleuse, maintenant? Je n'ai pas employé ce mot. Mais tu le penses. Je l'ai regardé. Avant, cette phrase m'aurait fait m'effondrer. J'aurais nié, rassuré, baissé la voix. Là, je suis resté factuel. Je pense qu'il y a des mouvements bancaires que vous ne m'avez jamais expliqués. Élodie a relevé la tête. Mon père a reculé sa chaise. Tu as fouillé dans nos comptes? Non. J'ai demandé les relevés d'un compte à mon nom. Un silence est tombé. Pas un silence vide. Un silence qui avait déjà compris une partie de la réponse. J'ai ouvert mon dossier et sorti la première copie. Ancien livret au nom d'Adrien Martin. Procuration parentale. Clôturé après le décès de Lucette. Ma mère a blêmi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai posé une autre feuille. Virement de Lucette Martin. 32 000 €. Libellé, donation Adrien, achat futur logement. J'ai lu la phrase à haute voix,
lentement. Ce virement ne dit pas près des parents. Il dit donation Adrien 1 point. Mon père a tendu la main vers la feuille. Donne-moi ça. J'ai retiré le document calmement. Ce sont des copies. Tu crois que tu peux arriver chez moi avec des papiers et nous accuser? Je crois que je peux refuser de signer une dette qui ne correspond pas à la réalité. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Pas un effondrement spectaculaire. Plutôt ce pleur maîtrisé qu'elle savait placer au bon moment, celui qui obligeait d'habitude tout le monde à se taire. On a protégé cet argent pour toi, a-t-elle dit. Tu étais jeune, tu ne savais pas gérer. Alors pourquoi une partie est partie sur votre compte joint? Je voulais que ma voix reste calme. Elle l'est restée. J'ai sorti la chronologie. 8 000 € en mars. 12 000 € en avril. 6 500 € en juin. Après le décès de grand-mère. Tous vers votre compte joint. Élodie a murmuré. Quoi? Mon père s'est tourné vers elle. Ne t'en mêle pas. Mais elle ne l'a pas quitté des yeux. C'est vrai? Ma mère a essuyé ses joues avec sa serviette. On avait des frais. Des choses à régler. Et puis tout était dans la famille. Ce n'était pas comme si on l'avait donné à des inconnus. Quels frais, ai-je demandé. Mon père a répondu trop vite. Les frais de succession, les obsèques, les démarches. Les frais d'obsèques ont été réglés par le compte de grand-mère. J'ai la copie du notaire. Il a changé de ton. Tu ne comprends rien. À l'époque, j'avais une difficulté professionnelle. Temporaire. Il fallait éviter que la maison soit en danger. C'était la première fissure nette. Pas un aveu complet, pas une scène de cinéma. Juste une phrase mal contrôlée. Ma mère l'a regardé comme si elle voulait le faire taire. Gérard. Élodie s'est redressée. Quelle difficulté professionnelle? Ce n'est pas le sujet, a-t-il coupé. Si, ai-je dit. C'est le sujet. Vous avez utilisé l'argent que grand-mère avait placé pour moi, puis vous avez essayé de me le présenter comme une dette envers vous. On avait prévu de remettre, a dit ma mère. Quand? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quand j'ai annoncé que j'achetais, vous n'avez pas dit, on doit te rendre de l'argent. Vous avez dit, tu nous dois 48 000 €. Mon père s'est penché vers moi. Tu nous dois le respect. Le respect ne transforme pas un virement de Lucette en prêt parental. Il y a eu un bruit de chaise. Élodie s'était levée, puis rassise, comme si son corps ne savait pas quoi faire. J'ai déjà vu cette pochette bleue, a-t-elle dit doucement. Ma mère s'est tournée vers elle. Élodie, s'il te plaît. Non. J'ai vu des papiers avec le nom d'Adrien après la mort de mamie. Tu m'avais dit que c'était compliqué et que papa gérait. Mon père a frappé la table du plat de la main, pas violemment, mais assez pour faire trembler les verres. Ça suffit. J'ai senti mon cœur accélérer, mais je n'ai pas reculé. Non. Ça commence. J'ai sorti la copie de la lettre de ma grand-mère. Maître Ravel a retrouvé cette lettre. Elle confirme l'intention de Lucette. Elle vous convoquera pour régulariser la situation. J'ai aussi transmis les documents à un avocat. Ma mère a arrêté de pleurer d'un coup. Tu as parlé de ça à un avocat? Oui. Tu vas traîner tes parents dans des ennuis juridiques? Vous avez essayé de me faire signer une reconnaissance de dette sur de l'argent qui m'était destiné. Ce n'est plus une discussion de famille. C'est un dossier. Mon père a eu un rire sec. Tu te prends pour qui? Je l'ai regardé. Pour une fois, je n'ai pas cherché la bonne phrase pour qu'il ne se fâche pas. Pour quelqu'un qui ne signera pas. Il a fixé la feuille devant moi, celle qu'il avait préparée. La reconnaissance de dette semblait soudain ridicule, posée entre le gratin et la corbeille de pain. Tu vas casser la famille pour de l'argent, a soufflé ma mère. Non. Je viens de découvrir ce que vous avez fait pour de l'argent. Élodie a posé sa main sur son front. Maman. Pourquoi vous ne lui avez pas dit? Ma mère l'a regardé avec une détresse presque sincère. Parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous, d'avoir peur. De devoir tout tenir. De faire des choix. Donc vous avez choisi pour moi, ai-je dit. Et ensuite vous m'avez accusé. Personne n'a répondu.
Je me suis levé. Mes jambes tremblaient un peu, alors j'ai pris le temps de ranger mes documents lentement. Je ne voulais pas partir comme quelqu'un qui fuit. Je vous enverrai les coordonnées de mon avocat. À partir de maintenant, pour l'argent, tout passe par écrit. Mon père a ricané. Tu reviendras quand tu auras besoin de nous. J'ai remis mon manteau. Pas pour ça. Ma mère m'a suivi jusqu'à l'entrée. Adrien, attends. On peut parler. Pas comme ça. Je me suis retourné. On aurait pu parler il y a 5 ans. On aurait pu parler quand j'ai annoncé l'appartement. On aurait pu parler avant que tu m'envoies des messages pour me faire culpabiliser. Là, je veux des réponses écrites. Elle a baissé la voix. Ta grand-mère ne voulait pas ça. J'ai pensé à la lettre, à son écriture, à cette phrase, ne pas dépendre de décisions qui ne sont pas les siennes. Tu n'en sais rien, ai-je dit. Ou plutôt si. Tu le savais. Je suis sorti. Dans le bus, j'ai regardé les maisons défiler. J'avais la nausée. Pas parce que je regrettais. Parce que mon corps ne savait pas encore faire la différence entre se protéger et trahir. Mon téléphone vibrait déjà. 3 appels de ma mère. 2 de mon père. Un message d'Élodie. Je suis désolé. Je peux t'appeler ce soir? Je n'ai répondu à personne tout de suite. Les semaines suivantes ont été moins spectaculaires que ce qu'on imagine. Pas de grande scène au commissariat, pas de confrontation publique. Il y a eu des courriers, des mails, des rendez-vous, des phrases prudentes écrites par des professionnels. Mon avocat a contacté mes parents. Maître Ravel a demandé une réunion avec les documents. La banque m'a fourni une attestation complémentaire pour mon dossier immobilier. Mon compromis de vente a été retardé. Le vendeur a hésité. L'agent immobilier m'a appelé avec cette voix de quelqu'un qui veut rester aimable mais qui sent les complications. Écoutez, Adrien, il faut rassurer tout le monde. Si la banque confirme, on peut décaler de quelques semaines. J'ai cru perdre l'appartement. J'ai passé plusieurs nuits à relire les mêmes documents, à vérifier si je n'avais pas raté une phrase, un détail, une faille. Claire venait parfois avec des plats préparés ou m'appelait simplement pour dire. Tu ne négocies pas ta réalité parce qu'ils sont mal à l'aise avec les preuves. Élodie m'a appelé 3 jours après le repas. Sa voix était basse. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'aurais dû te croire au lieu de vouloir calmer tout le monde. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne te demande pas de prendre parti contre eux. Mais je l'ai déjà fait, sans le vouloir. En te demandant de te taire. Elle m'a raconté qu'elle s'était souvenue d'un document bancaire aperçu après la mort de Lucette, d'une discussion coupée quand elle était entrée dans la cuisine, de mon père qui disait « Adrien n'a pas besoin de savoir maintenant ». À l'époque, elle avait choisi de ne pas comprendre. Elle avait 2 enfants en bas âge, un crédit, des journées trop pleines. Elle voulait que la famille reste une famille, même si pour ça il fallait ignorer des choses. Je ne t'en veux pas autant qu'à eux, lui ai-je dit. Mais je ne veux plus que tu me demandes d'arrondir les angles quand quelqu'un me serre la gorge. Elle a pleuré un peu. Je comprends. Mes parents, eux, ont changé plusieurs fois de version. D'abord, ils ont parlé d'un malentendu. Puis d'une gestion provisoire. Puis d'une compensation morale pour tout ce qu'ils avaient payé avant. Mon père a même écrit dans un mail, il n'a jamais été question de voler qui que ce soit, seulement de rééquilibrer les efforts familiaux. Mon avocat m'a appelé après avoir lu ça. Gardez ce message. Il confirme qu'il ne conteste plus totalement les mouvements, seulement leur justification. Le mot voler n'a presque jamais été utilisé dans les échanges officiels. Tout restait propre, administratif, feutré. Somme indûment conservée. Régularisation amiable. Absence de reconnaissance de dette. Protocole d'accord. C'était étrange de voir une trahison familiale devenir une suite de formulations polies. Mais c'était aussi ce qui m'aidait à tenir. Les mots calmes empêchaient le chaos de reprendre toute la place. La réunion chez Maître Ravel a eu lieu un jeudi après-midi. J'y suis allé avec mon avocat. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère portait un foulard sombre et regardait le sol. Mon père avait mis une chemise comme pour un entretien d'embauche. Il m'a à peine salué. Dans le bureau, Maître Ravel a repris les faits un par un. Les virements de Lucette. Le compte à mon nom. La procuration parentale.
Les transferts vers le compte joint. La lettre manuscrite. Elle ne haussait jamais la voix. C'était presque plus dur pour mes parents que si elle avait été accusatrice. Son calme ne leur laissait aucun endroit où s'accrocher. À ce stade, a-t-elle conclu, il apparaît nécessaire de formaliser une restitution des sommes utilisées sans accord explicite de monsieur Adrien Martin. Mon père a serré les poings sur ses genoux. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Maître Ravel l'a regardé. Ce n'est pas le sujet juridique de cette réunion. Ma mère a murmuré. On voulait éviter des problèmes. Mon avocat a répondu simplement. En créant un faux problème à mon client. J'ai vu mon père me regarder à ce moment-là. Pas avec de la honte. Avec de la colère. Comme si le vrai scandale n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais le fait que je sois assis là avec quelqu'un à côté de moi. Ils ont fini par accepter un protocole d'accord. Pas par remords. Par réalisme. Une partie de la somme restante a été restituée rapidement. Le reste, correspondant à ce qui avait été utilisé et jamais remis, devait être remboursé par échéance, avec des délais précis. Mon avocat a veillé à ce que tout soit écrit. Mon père a parlé jusqu'au bout de malentendus regrettables. Ma mère a dit qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais la pression qu'ils avaient subie. Je n'ai pas cherché à obtenir une confession parfaite. J'avais longtemps cru que la justice devait passer par une phrase claire, quelque chose comme « nous avons eu tort ». Mais dans la vraie vie, certaines personnes remboursent avant d'assumer. J'ai accepté que les conséquences arrivent sans attendre leur sincérité. Après ça, les appels ont continué pendant un temps. Ma mère m'envoyait des messages le dimanche. Tu nous manques. Ton père vieillit, tu sais. On ne peut pas rester comme ça. Une famille, c'est plus important qu'un dossier. Je répondais seulement quand il y avait une question concrète sur l'accord. Pour le reste, silence. Pas un silence cruel. Un silence nécessaire. J'avais découvert que répondre à la culpabilité, même pour me défendre, c'était encore entrer dans leur salon, m'asseoir à leur table et laisser la reconnaissance de dette devant mon assiette. Mon père ne m'a jamais appelé pour s'excuser. Une fois, il a laissé un message vocal de 30 secondes. Adrien, c'est ton père. Je trouve dommage qu'on en soit arrivé là. Tu sais très bien qu'on a toujours fait ce qu'on pensait être le mieux. Enfin. Rappelle ta mère. Je n'ai pas rappelé. Le compromis a finalement été signé avec 1 mois et demi de retard. Mon conseiller bancaire avait intégré les attestations au dossier. Le vendeur, rassuré par la solidité du financement, avait accepté d'attendre. Le jour de la signature, je suis allé chez le notaire en tram, avec une chemise cartonnée sous le bras et une sensation étrange dans la poitrine. Pas de triomphe. Plutôt une fatigue propre, comme après avoir rangé une pièce restée fermée trop longtemps. Quand j'ai reçu les clés, il pleuvait sur Lyon. Une pluie fine, banale, qui collait aux vitres du tram. L'agent immobilier m'a tendu le trousseau dans l'entrée de l'immeuble. Félicitations, vous êtes chez vous. J'ai souri. Un sourire un peu maladroit. Merci. Je suis monté seul au 4e étage. L'appartement était vide, avec cette odeur de peinture ancienne et de poussière que les logements ont entre deux vies. J'ai ouvert les volets du salon. Les platanes bougeaient doucement dehors. On entendait le tram au loin, des voix dans la cour, quelqu'un qui tirait une valise sur le trottoir. Je n'avais pas invité mes parents. Je n'avais pas envoyé de photos du trousseau. Je n'avais pas demandé leur bénédiction. Élodie est passée le soir avec une bouteille de jus de pomme pétillant pour les enfants et un carton de verre qu'elle n'utilisait plus. Claire est venue plus tard avec des pizzas et un tournevis, parce que selon elle, tout premier appartement commence par un meuble impossible à monter. Avant qu'elles arrivent, j'ai sorti d'un carton la petite photo de Lucette. Elle était assise sur un banc, avec son manteau beige, son sac à main sur les genoux, et ce regard légèrement sévère qui cachait mal sa tendresse. Je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre du salon. Je n'ai pas fait de grands discours. Je n'ai pas parlé tout seul à la photo. J'ai simplement regardé autour de moi. Ce n'était pas seulement mon appartement. C'était la première décision que personne n'avait pu me voler. Les mois suivants, mes relations familiales ont changé de forme. Élodie et moi nous sommes revus, prudemment au début, puis plus simplement. Elle a cessé de me demander de faire un effort quand nos parents dépassaient les limites.
Elle a aussi commencé à poser des questions sur ses propres souvenirs, ses propres papiers, ses propres arrangements familiaux. Je crois que mon histoire l'avait obligée à regarder ce qu'elle appelait jusque-là éviter les conflits. Mes parents ont respecté l'accord, avec des retards parfois, des commentaires inutiles souvent, mais ils ont payé. À chaque échéance reçue, je ressentais moins de satisfaction que de confirmation. Les faits avaient tenu. Les papiers avaient tenu. Ma mémoire avait tenu. Je n'étais pas fou, pas ingrat, pas manipulateur. J'avais simplement cessé de croire qu'une accusation devenait vraie parce qu'elle était prononcée par mes parents. Un dimanche, plusieurs mois après mon emménagement, ma mère m'a envoyé un long message. Elle disait qu'elle ne reconnaissait plus son fils, que l'argent avait pris trop de place, qu'elle espérait qu'un jour l'amour reviendrait avant les comptes. J'ai relu le message une fois. Puis j'ai écrit. Je suis disponible pour une relation où personne ne ment sur l'argent, ne menace mon logement et ne me demande de signer sous pression. Le reste devra attendre. Elle n'a pas répondu. J'ai posé mon téléphone, j'ai lancé une machine, puis je suis allé acheter du pain. En remontant les escaliers de mon immeuble, j'ai croisé ma voisine du 3e, Madame Perrin, qui se battait avec 2 sacs de courses. « Vous êtes bien installée, maintenant ?» m'a-t-elle demandé. J'ai pris un sac pour l'aider. Oui. Ça commence à ressembler à chez moi. Elle a souri. C'est important, un chez-soi. J'ai pensé à ma grand-mère. À ses enveloppes, à sa lettre, à ce qu'elle avait compris avant moi. Un chez-soi, ce n'était pas seulement des murs, un prêt, une adresse sur une facture EDF. C'était un endroit où une porte fermée ne signifiait pas punir quelqu'un. Un endroit où le silence pouvait être paisible. Un endroit où aucune phrase ne commençait par « après tout ce qu'on a fait pour toi ». Ce soir-là, j'ai préparé du café dans ma vieille cafetière italienne. J'ai ouvert la fenêtre du salon. Lyon était bruyante, humide, vivante. Dans l'appartement d'à côté, quelqu'un riait devant une émission. En bas, un scooter démarrait. Le tram passait au loin. Sur le rebord de la fenêtre, la photo de Lucette était légèrement de travers. Je l'ai redressée. Puis j'ai bu mon café, debout dans mon salon encore à moitié vide, sans dette inventée au-dessus de la tête, sans reconnaissance à signer, sans voix derrière moi pour compter ce que je devais. Pour la première fois depuis longtemps, l'air de mon propre appartement avait exactement le goût de ce qu'on ne m'avait jamais appris à demander, une vie tranquille, à mon nom. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.